Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, les différentes parties du cœur se contractent selon une séquence bien déterminée. Systole auriculaire, puis systole ventriculaire, puis les quatre cavités se relâchent pendant la diastole. Cette séquence se produit régulièrement et spontanément, même si on isole le cœur de l'organisme. Cela veut dire que le cœur trouve en lui-même les causes de son activité. Cette activité donc spontanée correspond ou est liée à certaines cellules du cœur qui présentent une automaticité, c'est-à-dire sont capables d'auto-excitation spontanée et rythmique. Cette activité est liée alors à une structure particulière qu'on appelle le tissu nodal. Ainsi, le cœur est constitué par deux tissus principaux, le myocarde qui constitue la majorité du cœur et le tissu nodal qui constitue une petite partie mais qui est responsable de son automatisme. Nous allons tout d'abord voir les propriétés du myocarde et particulièrement ses propriétés électriques et ioniques. Comme la cellule nerveuse ou la cellule squelettique, les fibres myocardiques sont polarisées, c'est-à-dire positives à l'extérieur et négatives à l'intérieur. Donc les charges positives s'accumulent à l'extérieur de la membrane et les charges négatives à l'intérieur de la membrane. Et le potentiel de repos de la fibre myocardique est voisin de moins 90 millivolts. Et il restera sur cette valeur tant qu'il n'y ait pas de stimulation qui arrive. Cependant, toute stimulation quelconque va induire une inversion de charge membranaire et comme vous voyez ici, l'intérieur devient positif par rapport à l'extérieur. Et cette charge, cette inversion de charge va se propager tout au long de la fibre pour donner une dépolarisation de la membrane. Alors, en utilisant une microélectrode implantée dans la cellule, on peut reproduire graphiquement les phénomènes de dépolarisation et de repolarisation membranaire liés à la stimulation. Comme on le remarque ici sur ce graphe, lorsque la membrane est au repos, donc son potentiel est stable et reste à moins 90 millivolts. Et lorsqu'une stimulation arrive, elle va donc dépolariser la membrane et par conséquent, inversion de charge membranaire, l'intérieur va devenir positif par rapport à l'extérieur. C'est ce qui va faire augmenter le potentiel membranaire jusqu'à 0. Et lorsque le seuil de dépolarisation est important, et peut inverser le potentiel, donc qui peut aller jusqu'à plus 20 millivolts. C'est ce qui va constituer la dépolarisation et lorsque le seuil de l'excitabilité est important, on va déclencher un potentiel d'action. Alors cette phase de dépolarisation va être suivie par une première phase de repolarisation rapide,
puis une phase de repolarisation très lente qui va maintenir une certaine positivité, puis une troisième phase de repolarisation beaucoup plus rapide, et enfin, le potentiel va revenir à son niveau de repos grâce à une pompe sodium-potassium. Alors, de point de vue ionique, comment explique-t-on la dépolarisation et la repolarisation? Lorsque la stimulation arrive, on vient de dire qu'il y a augmentation de charge positive à l'intérieur de la membrane. Et cette augmentation de charge n'est autre que l'entrée massive des ions sodium. Donc, je dis bien l'entrée massive et passive, c'est-à-dire sans consommation d'énergie, des ions sodium à l'intérieur de la cellule. Ensuite, au bout de quelques millisecondes, cette entrée massive va diminuer et on va aborder donc la phase 1 de repolarisation rapide qui est une phase initiale, et cette phase est le résultat donc de l'inactivation de l'entrée des ions sodium et ensuite un faible courant de chlore. À cette phase rapide va suivre une phase de repolarisation beaucoup plus lente en plateau légèrement descendant et oblique qui va entretenir un certain nombre de charges à l'intérieur de la cellule. Cette phase de repolarisation lente est liée essentiellement à un courant calcique qui entre dans la cellule. C'est ce qui va entretenir une certaine positivité de la cellule. Et cette phase dure assez longtemps quand même, quelques 200 millisecondes. À cette phase, on retrouve une phase de repolarisation beaucoup plus rapide qui est la phase 3, avec une descente rapide du potentiel membranaire, et cette descente rapide correspond à la sortie cette fois-ci du potassium par les canaux potassiques. Pendant toute cette période, nous verrons tout à l'heure que pendant toute cette phase de repolarisation, la cellule cardiaque n'est plus excitable. C'est ce qui constitue la période réfractaire. Enfin, et entre deux dépolarisations, la cellule récupère son potentiel de repos avec une charge positive à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc l'extérieur va devenir beaucoup plus riche en sodium et pauvre en potassium à l'intérieur. C'est ce qui va, et ceci constitue un gradient qui doit être maintenu grâce à une pompe sodium, potassium, ATPase. Comment alors va se faire là le couplage entre le potentiel d'action et la contraction du muscle cardiaque? Donc nous avons tout d'abord la dépolarisation membranaire qui va provoquer un potentiel d'action. Ce potentiel d'action va
permettre l'entrée, bien sûr, des ions sodium dont nous avons parlé et l'augmentation de l'entrée des ions calcium. Ces ions calcium vont activer les récepteurs ryanodine, voltage dépendant, et c'est ce qui va permettre donc d'activer ou d'augmenter la libération du calcium par le réticulum endoplasmique. Ce calcium va permettre l'activation du complexe troponine par liaison avec le calcium. Cette association calcium-troponine va alors permettre l'interaction entre l'actine et la myosine et par conséquent la contraction. On va voir maintenant quelques particularités de la fibre myocardique. Et pour cela, nous allons comparer les caractéristiques de cette fibre myocardique aux caractéristiques d'une fibre musculaire squelettique. Nous allons dans un premier temps appliquer à ces deux fibres une stimulation avec un choc unique. Alors, la stimulation de la fibre squelettique déclenche une dépolarisation et une repolarisation rapide. Contraction et relâchement rapide. Par contre, la même stimulation déclenche une dépolarisation et une repolarisation lente de la fibre myocardique. Et ceci s'explique par l'existence, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'une période réfractaire assez longue de 200 millisecondes, donc une phase de repolarisation beaucoup plus lente au niveau de la fibre myocardique. Dans la deuxième expérience, nous allons prendre une fibre musculaire toujours squelettique et une fibre cardiaque et nous allons appliquer cette fois-ci une stimulation avec une intensité croissante et une fréquence constante. Lorsqu'on applique une intensité seuil, par exemple, à cette fibre musculaire squelettique, nous obtenons une contraction avec une certaine amplitude. Lorsqu'on stimule avec une intensité I2 supérieure à I1, on obtient une amplitude plus grande. Lorsqu'on stimule avec I3 supérieur à I2, l'amplitude augmente encore jusqu'à atteindre un seuil au-delà duquel toute augmentation d'intensité ne va pas permettre d'augmenter l'amplitude de contraction. Cela veut dire que au fur et à mesure que l'on augmente l'intensité de stimulation, on va recruter de plus en plus de fibres musculaires squelettiques, plus de cellules squelettiques. Et donc, à chaque fois qu'on augmente le nombre stimulé, l'amplitude va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil de toutes les cellules squelettiques et par conséquent, l'amplitude augmente. Donc ici, on a un phénomène de recrutement et dans ce cas, on remarque que soit la fibre squelettique répond lorsqu'elle atteint son seuil, soit la fibre ne répond pas si le seuil de stimulation est inférieur. C'est ce qu'on appelle la loi de tout ou rien. Donc ici, la loi de tout ou rien s'applique pour chaque cellule squelettique. Elle répond lorsque le seuil est atteint et ne répond pas lorsque le seuil n'est pas atteint.
Voyons voir ce qui se passe maintenant au niveau de la fibre myocardique. Au niveau de la fibre myocardique, on stimule avec I1, on obtient une contraction et un relâchement. On stimule avec I2 supérieur à I1, contraction, relâchement, mais toujours de la même amplitude jusqu'à IN, c'est-à-dire on peut augmenter tant qu'on veut l'intensité de la stimulation, mais l'amplitude maximale est atteinte dès la première stimulation. Alors comment on explique ça? Ici, la loi de Tutorien s'applique pour tout le myocarde, puisque l'ensemble répond ou ne répond pas. Donc, à la première stimulation, on atteint le seuil maximal, c'est-à-dire que toutes les fibres du myocarde répondent en même temps. Alors, comment on explique cette réponse de toutes les fibres à la première stimulation? On l'explique tout simplement par la nature syncytiale. C'est-à-dire qu'au niveau des fibres myocardiques, il y a des interconnexions entre les cellules par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les gap-jonctions ou les nexus. Ces gap-jonctions vont permettre de faire passer l'influx nerveux dès la première stimulation et le faire passer à toutes les autres cellules. Et de ce fait, toutes les cellules vont répondre au même moment à la même stimulation. Donc, et le cœur va se contracter en bloc. Donc, ici, soit tout le cœur se contracte ou il ne se contracte pas. Et donc, ici, la loi de Tutorien ne s'applique pas pour chaque fibre, mais pour l'ensemble du tissu. C'est ce qui est différent à ce que nous avons vu pour la musculature squelettique, que la loi de Tutorien s'applique pour chaque cellule. Troisième expérience, c'est cette fois-ci, on va stimuler avec une intensité constante, mais avec une fréquence croissante. Bien sûr, on va utiliser une intensité seuil pour déclencher une réponse de la fibre. Donc, prenons le premier exemple toujours de la cellule ou de la fibre musculaire squelettique. Lorsqu'on stimule avec une intensité, une fréquence F1, on obtient une contraction en relâchement. Une fréquence F2 qui est plus grande que F1, on obtient contraction en relâchement, puis on augmente la fréquence et on va obtenir progressivement des réponses qui sont beaucoup plus rapprochées. Plus la fréquence augmente, plus la contraction suivante tombe pendant la phase de relâchement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la fréquence devienne très importante, et à ce moment-là, la phase de contraction suivante tombe cette fois-ci pendant la phase de contraction précédente, et par conséquent, le muscle n'arrive plus à se relâcher. On dit qu'il est tétanisé. Donc c'est ce qu'on appelle le tétanos parfait. Ici vous avez un tétanos imparfait et là nous avons un tétanos parfait, c'est-à-dire que la fibre musculaire squelettique n'arrive plus à se relâcher, elle reste à l'état contracté. Par contre, au niveau de la fibre cardiaque, on répète le même type de stimulation et qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient une contraction-relâchement, on augmente la fréquence, contraction-relâchement, mais on remarque qu'il y a un rapprochement uniquement
au niveau des contractions, mais sans qu'il y ait fusion comme ici. Donc il n'y a pas de fusion, mais uniquement un rapprochement. Et ce rapprochement va protéger le cœur contre la tétanisation, puisque uniquement la phase de repos qui est raccourcie, mais sans qu'il y ait fusion. Donc la contraction suivante ne peut jamais tomber pendant la phase de relâchement, et donc pas de tétanisation, et ceci est complètement normal, puisque si le cœur se tétanise comme ici, il va s'arrêter, et donc c'est la mort totale. Alors, à quoi est due cette protection du cœur contre la tétanisation? Nous l'avons vu tout à l'heure. Cette protection est liée essentiellement à cette période réfractaire dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette période réfractaire qui dure à peu près 200 millisecondes, et peut être subdivisée en deux parties, une période réfractaire absolue et une période réfractaire relative. Donc pendant la période réfractaire absolue, aucune autre stimulation ne peut donner une réponse. Donc elle passe sous silence. Et par conséquent, la stimulation suivante, lorsqu'elle arrive, elle va retrouver la fibre musculaire cardiaque en fin de relâchement, et donc elle peut se contracter à nouveau. C'est ce qui permet de protéger le cœur contre la tétanisation.